Alors, bienvenue. Je suis Laetitia Dicken, je suis senior manager au sein du cabinet EY Consulting et je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence que la commission santé de Numéum a le plaisir d'organiser et que nous avons intitulée « Face à l'urgence de changer de paradigme, engageons-nous pour la prévention et la santé augmentée ». Alors, j'aurai le plaisir d'être accompagnée par 4 panélistes. Et je vais commencer par une petite introduction pour ce sujet-là. Vous le savez tous, nous sommes à un tournant décisif pour notre système de soins, qui est confronté à des défis nouveaux et qui perdurent. C'est un système de soins qui est sous pression. Et les besoins en santé des Français, dans le même temps, n'ont de cesse d'augmenter. Numéum et les invités de ce jour croient en une santé augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette santé augmentée? C'est une santé qui est augmentée par la puissance de l'intelligence artificielle. C'est une santé qui est augmentée et qui est alimentée par une donnée de santé fiable et de qualité, de manière sécurisée. Et c'est aussi une santé qui s'appuie sur une approche de santé populationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une santé populationnelle? C'est une démarche qui consiste à améliorer l'état de santé des populations dans leur ensemble et à réduire les inégalités. Cette conférence se propose d'explorer ces enjeux et présente des solutions innovantes dans lesquelles le numérique et l'intelligence artificielle accompagne la transformation du système de soins d'un modèle curatif vers un modèle préventif pour mieux prévenir, mieux soigner et, in fine, mieux vivre. Alors, j'ai le plaisir, pour cette conférence, d'être accompagnée par 4 panélistes. Je vais passer la diapositive. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Bourgeois. Frédéric, vous êtes président de Val Solutions. Val Solutions, c'est un éditeur de solutions logicielles référent dans le champ de la prévention et de la santé au travail depuis plus de 40 ans. Vous êtes à la tête d'une équipe de 170 collaborateurs. Et Frédéric, vous accompagnez à la fois les services de santé des grands groupes et les experts inter-entreprises qui gèrent la santé au travail des ETI, des PME et des TPE, soit près de 12 millions de salariés. Vous êtes convaincu du potentiel de l'intelligence artificielle dans la révolution des métiers de la santé et de la prévention. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bonjour à tous. Merci aux courageux d'être là. Bonjour Margot, j'ai aussi le plaisir de vous accueillir. Margot Secaldi, vous êtes directrice de la prévention chez Doctolib. Vous êtes responsable de la stratégie et de la mise en œuvre des initiatives de prévention en santé auprès des soignants et des utilisateurs de l'application. Votre équipe développe notamment des campagnes de prévention qui visent à sensibiliser les utilisateurs Doctolib à l'importance de la prévention. Vous réfléchissez aussi, de manière plus large, à la manière dont intégrer la prévention au mieux au cœur de la pratique des soignants et dans le quotidien des patients. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Efferman pour Intersystem. Nicolas Efferman, vous êtes le directeur général France et Benelux chez Intersystem. Vous êtes un éditeur de plateformes de données de santé au cœur des systèmes d'information hospitaliers et territoriaux depuis plus de 45 ans. Vous accompagnez les acteurs publics et privés dans l'industrialisation de l'interopérabilité, de la coordination et de la valorisation des données de santé. Bienvenue à vous, Nicolas. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Catherine, vous êtes CEO et cofondatrice de Biomai, qui se définit comme l'assistant parental digital qui guide les parents et les couples en quête de parentalité. Vous êtes entrepreneuse depuis de longues années et vous l'avez été dans le secteur des crèches, du bien-être, du tourisme. Vous avez incubé l'application Biomai entre la France et Boston après avoir cédé votre réseau de micro-crèches à un grand groupe et étudié l'organisation des soins et des services pré- et post-nataux aux États-Unis. Bien, après cette première introduction de nos 4 panélistes, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Numéum et la nôtre pour participer à cette table ronde. Et moi, j'aurais envie de démarrer cette table ronde par une première question que je vais vous poser à tous, à chacun. C'est pour revenir sur ce mot-là, ce terme, santé augmentée. Finalement, pour vous, la santé augmentée, qu'est-ce que ça évoque?
est-ce que pour vous, il y a cette urgence à changer de paradigme? Et je me tourne vers vous, Frédéric, si vous voulez commencer avec Val Solutions. Alors, nous, on représente un pan de la santé qui est la santé au travail. Bien évidemment, la santé, c'est une vision à 360 degrés. On n'a pas une santé, entre guillemets, dans sa vie personnelle et une santé au travail. C'est une santé globale. Aujourd'hui, ce lien est très faiblement fait. Donc, il y a aujourd'hui des initiatives pour arriver à joindre ces deux aspects de notre santé pour permettre à chacun de piloter sa santé. Et ça va passer au travers d'actes de prévention, d'une meilleure maîtrise des informations qui nous concernent, qui concernent notre santé, qui aujourd'hui sont disséminées au travers de beaucoup d'acteurs. On représente tous un certain nombre de ces acteurs. Et on est dans une convergence aujourd'hui rendue possible à la fois par l'action des pouvoirs publics et puis par l'action des industriels que nous sommes et la volonté également des personnels médicaux dans l'intérêt des patients et des salariés d'arriver à avoir cette vision globale et de la piloter. La technologie nous permet deux choses aujourd'hui. Avoir enfin un accès à toutes les données de manière relativement unifiée. Maintenant, se pose la question, on a toutes ces données structurées, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on améliore les actes de prévention? Comment on améliore des diagnostics à long terme? Comment on aide les préventeurs? Comment on aide les médecins à mieux travailler? Et c'est tout le but de la santé augmentée et je pense qu'on va tous en discuter au fur et à mesure. Merci beaucoup Frédéric. Je me tourne vers vous, Catherine. Même question. La santé augmentée? Alors la santé augmentée, c'est une manière de réfléchir et d'agir en santé profondément centrée sur la personne, réellement personnalisée, ce qui exige et ce qui permet d'être intégratif, c'est-à-dire et en prévention et en prise en charge, de prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions, médicale, chirurgicale, les modes de vie, l'environnement social, réellement, et puis de bout en bout, longitudinal, dans des parcours, dans des moments de vie bien particuliers. Et ça, c'est extrêmement complexe à faire sans IA et sans tech. Et si je retourne cette phrase dans l'autre sens, la tech et l'IA, couplée évidemment à l'expertise humaine, devient un combo extraordinairement puissant. C'est ça la santé augmentée pour moi. Merci beaucoup Catherine. Je vais me tourner vers vous Margot, pour Doctolib, la santé augmentée. Alors, je suis d'accord avec Catherine. Pour moi, la santé augmentée, c'est surtout une superbe opportunité. On sait que l'intelligence artificielle est utilisée largement partout aujourd'hui, parfois décriée dans certaines utilisations. Dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a vraiment une opportunité et encore plus dans le domaine de la prévention. Parce qu'en utilisant les données et en les utilisant à bon escient, on a la possibilité vraiment de faire en sorte de pouvoir faire de la prévention et d'éviter des complications, des maladies ou autres. C'est l'opportunité de travailler bien la prévention et sur 3 niveaux. Je vais rejoindre un peu ce que vous avez dit, Frédéric et Catherine. Il y a le côté médecin, comment on peut aider les médecins à faire de la prévention. Aujourd'hui, les médecins, ils sont principalement axés sur le soin, ils sont engagés pour faire du soin, mais comment on peut les aider à mieux faire de la prévention et que ça se fasse facilement. Mais aussi comment on peut aider les patients à bien prendre en charge leur santé et faire de la prévention. Et le 3e point, c'est comment on peut aider justement médecins et patients à faire en sorte d'avoir le meilleur système préventif. Voilà. Merci Margot. Et puis même question pour vous Nicolas. Merci. Oui, la santé augmentée, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais pour rester sur la discussion prévention, en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent grâce à la technologie dans ce domaine-là, en ce moment. La prévention, bon, ça fait longtemps qu'on fait des dépistages, des campagnes de communication, des choses comme ça. Moi, il y a un parallèle que j'ai entendu l'autre jour, que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le soin, on parle de médecine personnalisée de plus en plus. Donc, par exemple, en cancéro, ça veut dire... je vais réfléchir à mon traitement vraiment en fonction de toutes les données du patient, y compris la biologie, même la genomics, tout l'historique du patient, etc. Et comment est-ce qu'on traduirait ce genre de concept à la prévention? C'est intéressant. Et on dirait que la façon dont ça va se matérialiser, c'est la gestion de parcours. Donc j'ai un patient diabétique, je sais qu'il a certains facteurs de risque, et on peut les stratifier, ces facteurs de risque. Comment je fais pour qu'il ne passe pas à la strate d'après?
Et d'ailleurs, mon patient peut être polypathologique, donc il peut même être dans plusieurs strates, dans plusieurs parcours. Et donc toute l'idée, c'est utiliser la donnée, mais aussi utiliser des outils numériques pour suivre les parcours du patient, parce qu'on a tous un oncle, une tante, un grand-père. On est obligé de s'occuper de leur parcours parce qu'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Donc comment on équipe les soignants, dont le médecin traitant, pour faire avancer ces parcours, suivre ces parcours. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le marché. Merci beaucoup à tous pour ce premier tour de table. Moi, je retiens que la santé augmentée, finalement, c'est une opportunité. Je pense que le terme que vous avez employé, Margot, à ce titre, est assez juste. C'est une opportunité de permettre aux nouvelles technologies, et notamment à l'intelligence artificielle, de se mettre au service de la prévention, mais pas n'importe quelle prévention, finalement. Vous nous avez parlé d'une prévention de précision, d'une prévention personnalisée, d'une prévention au service de la personne, et puis d'une prévention qui permette de simplifier à la fois la vie des soignants, des professionnels de santé, et puis la vie des patients. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu plus concrètement, si vous en êtes d'accord, les solutions qui permettent de faire de cette santé une santé augmentée. Et je vais rester avec vous, Nicolas. On a évoqué le parcours patient, l'expérience soignant simplifiée. Mais ces parcours sont simplifiés uniquement, et c'est rendu possible uniquement par certaines fondations. Et ces fondations, c'est le partage des données sécurisées, des données de santé. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, Nicolas, en quoi pour vous ce partage des données est essentiel à la santé augmentée et quelles sont les solutions innovantes que propose Intersystem. Merci. Ouais, donc pour ne pas prendre le temps de tout le monde, je vais juste vous parler d'une référence, qui est une référence en Mayenne, dans le département de la Mayenne, une plateforme qui a été co-construite par la ville et l'hôpital, qui s'appelle MyVillop, qui a été construite donc sur une partie un peu de nos solutions techno. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est elle est posée sur le GHT, si vous voulez, qui ont donc, je crois, il y a 6 hôpitaux différents, 6 logiciels ou gamme de logiciels différents. Cette plateforme, elle consolide tout ça, elle reconstruit, elle rematérialise un dossier patient, peu importe que les antécédents aient été remplis dans un établissement ou le poids a été mis à jour dans un autre ou que sais-je. Donc c'est rematérialisé de données structurées, alimentées avec le DMP, etc. Et cette mise à disposition de ce dossier pour la ville est enrichie dans une espèce de logique de guichet de service pour le médecin traitant. Donc si je suis médecin traitant, j'ai le patient qui arrive, je me connecte à cette plateforme avec ma carte CPS et j'ai accès donc aux données de l'hôpital, chose qui aujourd'hui est assez compliquée pour un médecin traitant. Et on fait de l'orchestration de services. Donc, c'est-à-dire, au-delà de juste voir les données, on peut lancer le parcours ou l'outil parcours pour ce médecin, ce patient. Admettons que c'est un patient diabétique. On va utiliser l'outil, là en l'occurrence, ce n'est pas nos outils, nous on orchestre. Donc là, c'est l'outil du grade. Mais aussi les outils déjà existants de téléexpertise, téléconsultation, télésurveillance de main, etc. Donc la logique, c'est ce guichet unique pour le médecin traitant. Ça lui permet de faire vraiment le pilotage finalement qu'on attend de lui ou de elle sur ce patient et de manière sécurisée et harmonisée, donc avec une confiance dans la qualité des données et des choses comme ça pour éventuellement aider dans la prise en charge. Et je terminerai par cela. C'est le scénario particulier en Mayenne qui est intéressant, c'est que c'est une zone qui est assez peu lotie, qui notamment a pu voir des difficultés dans les capacités de prendre des patients aux urgences dans ces hôpitaux. Et à travers ces solutions, les demandes d'adressage qu'on met donc à disposition des médecins traitants permettent d'éviter des séjours aux urgences, permettent d'éviter d'envoyer le patient aux urgences parce qu'il y a un canal donc, de communication directement avec la cellule parcours ordonnancement du GHT qui
avant ce genre de plateforme, s'il y avait une prise de sang, un examen et 2 consultes à faire, on envoyait le patient aux urgences parce que impossible de gérer cette logistique. Donc, à travers des workflows comme ça orchestrés, ça nous permet de réduire l'afflux aux urgences. Voilà un exemple. Eh bien, merci beaucoup pour cet exemple qui est ô combien important. On le sait, hein, la collaboration entre la ville et l'hôpital sont des enjeux importants. Et puis, si on peut éviter au passage des séjours aux urgences, je pense que c'est un service rendu à tous. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la question des parcours sur mesure. On l'a évoqué tout à l'heure. Les parcours sur mesure, ils sont permis par cette santé augmentée, par les données et puis par l'intelligence artificielle. Avec vous, Catherine. Catherine, est-ce que vous pouvez nous parler de votre solution Biomaille? Volontiers. Biomaille est un ultra spécialiste sur la parentalité, ou plus exactement l'entrée dans la parentalité, qui est un continuum. Hein, c'est vraiment un cheminement de moins 2 ans à plus 5-7 ans, l'âge de raison. Et les futurs et jeunes parents traversent des difficultés très spécifiques qui sont très peu suivies en données. On parlait de données. Et qu'on a du mal à accompagner de bout en bout. Je vais vous donner peut-être 2-3 chiffres que vous perceviez. Ce besoin de suivi, notamment en santé mentale. Avant la grossesse, on a 20% des couples qui sont en infertilité, qui n'arrivent pas à concevoir. Vous avez bien entendu, 20%. On est en train d'essayer de faire un enfant, on vise la vie. Parfois, c'est la mort qu'on rencontre. 25% des grossesses terminent en fausse couche. Et puis, une fois qu'on a cet enfant dans les bras, qui est venu sans mode d'emploi, sans réelle formation des parents avant, eh bien 25% des couples se séparent dans la première année après bébé. Voilà 3 statistiques qui sont dans un tabou incroyable, donc que je partage avec vous. J'en ai d'autres, mais on va s'arrêter à ces 3-là, qui sont très révélatrices d'un réel et profond besoin d'accompagnement en santé mentale individuel, personnalisé. Si l'on couple ça avec toutes les données de santé corporelle, hein, vous connaissez tous, et tout ce qui peut arriver, la prématurité, les prééclampsies, tous les maux de la grossesse, petit ou gros, toutes les pathologies. Puis pareil sur la santé de l'enfant. Voilà, on a compris qu'il y a un réel besoin d'accompagnement de bout en bout, personnalisé et dans la durée. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec Biomaille. Nous sommes des ultra spécialistes de ces moments de vie, cette verticale périnatale parentale, avec un accompagnement en IA couplé, adossé à une plateforme à 360 degrés de soins et de soutien. C'est-à-dire un vrai 360 degrés du chirurgical et médical, hein, à l'information en santé, jusqu'au service à la personne de soutien logistique et pratique, qui eux aussi ont un impact évident en santé mentale, des nurses de nuit, du soutien à l'allaitement, de la nutrition, du sport adapté. Et on arrive avec ça à réellement faire des parcours réellement individualisés. On n'accompagne pas de la même manière une maman solo qu'un couple homoparental, que quelqu'un qui est en santé physique au départ ou non, que quelqu'un qui traverse un cancer ou l'a traversé avant. Et puis, on arrive à faire de la détection précoce. Toutes ces datas que l'on a, toute cette connexion avec cet écosystème rigoureusement sélectionné de praticiens, hein, ils sont déjà 400, demain 200 000, on arrive à faire de la réelle détection précoce et de l'orientation, prévention, de manière très spécifique. Merci beaucoup, Catherine. Effectivement, c'est très, très intéressant d'avoir cet exemple-là. Moi, je retiendrai que vous évoquez aussi la question de la santé mentale. Et dans une démarche de santé augmentée, et quand on parle aussi de santé populationnelle, on est bien dans la prise en compte de l'ensemble d'une personne dans son ensemble, avec l'ensemble de ses santé, dont la santé, bien sûr, physique à laquelle on pense en premier lieu, mais aussi à la santé mentale, à la santé sociale. Et je pense que pendant ce moment qui est l'entrée en parentalité et puis les quelques années qui suivent, des solutions numériques peuvent tout à fait être pertinentes pour soutenir les personnes dans leur ensemble, dans leur santé. Et au bon moment, puisque c'est évolutif. Et au bon moment. Merci Catherine. Alors donc on vient de dire la santé augmentée, c'est le sur-mesure. C'est le sur-mesure dans les parcours de soins, mais c'est aussi le sur-mesure dans la prévention. Et il y a un secteur de la santé qui regorge de données que l'on peut exploiter à des fins de prévention sur mesure. Et donc Frédéric, vous l'avez compris, je me tourne vers vous. Est-ce que Frédéric, vous pouvez nous parler de santé au travail et de vos solutions ?
Alors, la santé au travail, c'est une médecine un peu particulière parce que on reçoit pas des patients, on reçoit des salariés. Globalement, 90% d'entre eux, voire plus, vont très très bien quand ils vont voir le médecin du travail. Et donc, on a des données structurées sur, si on prend notre cas particulier, hein, on gère à peu près les dossiers médicaux de 12 millions de salariés en France. On a une obligation légale de garder ces données pendant 50 ans. Donc on n'est pas soumis au RGPD, etc. La loi nous autorise à faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un véritable historique sur la traçabilité des expositions des salariés, sur leur parcours au travail, les risques qu'ils peuvent avoir dans leur travail, mais aussi une vision assez complète de leurs antécédents, de leurs pathologies, etc. Ce qui nous permet d'avoir énormément de données sur lesquelles on peut faire plein de choses. Donc nous, des cas d'IA, ça s'est développé très très vite, hein. Moi, j'ai pris les commandes de la société il y a 2 ans. Dans le business plan, il n'y avait pas d'IA. 6 mois après, on réécrit notre logiciel avec l'IA au centre du logiciel. Et on a 3 cas d'usage principaux. Le premier, je pense que pratiquement tous les éditeurs dans la médecine travaillent dessus, c'est comment j'améliore la visite médicale. Aujourd'hui, une visite médicale, hein, c'est 20 minutes. Et il y a beaucoup de données administratives à récupérer. Tout ce que j'ai explicité aujourd'hui, c'est structuré. Il faut remplir les dossiers médicaux. Si on le fait sans l'intervention de l'IA, en gros, on donne 10 minutes aux salariés, puis on passe 10 minutes sur le temps administratif. Avec l'IA, elle va écouter la visite, elle va préparer des comptes rendus, faire intégralement toute la codification des données. Et finalement, en 2-3 minutes, à la fin, le médecin vérifie, c'est conforme, tac, son dossier est fini. Il a passé 18 minutes à réellement écouter le salarié, à comprendre sa situation. Et déjà, 20 minutes, c'est extrêmement rapide. Et donc là, la technologie redonne finalement de l'humain, redonne du temps au médecin pour mieux s'occuper du salarié et délivrer plus de valeur. Donc ça, c'est le premier point. Et ça permet de capter de la donnée de plus en plus qualifiée. De l'autre côté, c'est comment on rend de la valeur par rapport à cette donnée qui est stockée. Il y a 2 axes. Le métier finalement de la santé au travail, c'est pas tellement de vous soigner, c'est pas leur job. Leur job, c'est de faire de la prévention, d'éviter que vous soyez malade. Il y a 2 axes. Il y a la prévention réelle, qui est alors la prévention et la santé mentale, la détection des signaux faibles, c'est extrêmement important, c'est un tabou. Donc aujourd'hui, on évolue énormément sur cet axe-là. Et finalement, ce que l'IA permet de faire, quand un médecin suit entre 6 et 10 000 salariés, qu'il voit une fois tous les 4 ans, c'est très difficile d'avoir une prise sur les dossiers. Il va avoir 10 ou 15 salariés dans la journée. Et donc ce que l'IA permet de faire, c'est de croiser toutes les données connues sur le salarié, de savoir par rapport à son poste de travail quels sont tous les risques, par rapport aux pathologies qu'il a, quels sont les risques supplémentaires très particuliers, et de lui délivrer des conseils de prévention qui vont être extrêmement personnalisés. Et donc l'enjeu aujourd'hui, on est à l'étape d'avant. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est en fonction d'un poste de travail, de dire, voilà, il faut faire attention à ça, ça, ça. Mais on ne prend pas encore en compte l'intégralité du contexte. Et ça, l'IA va permettre d'automatiser complètement cet aspect-là. Le deuxième aspect, qui délivre pour le coup encore plus de valeur, c'est la capacité à dire, attention, en fonction des expositions, de certaines pathologies que vous avez eues et de certains des antécédents, potentiellement statistiquement, à 5, 10, 15 ans, vous pourriez développer tel ou tel type de pathologie. Alors évidemment, on ne va pas délivrer ce message aux salariés, c'est le médecin qui va avoir sur la liste des 10 000 salariés qui suivent, les 250 qui, pour sans doute 250 raisons différentes, sont plus à risque que les autres. Et donc quand il va les voir, il va avoir l'opportunité de les traiter différemment, de faire attention aux points d'attention qui ont été remontés et éventuellement de les passer dans un suivi particulier. Il y a le suivi standard quand tout va bien et puis on peut passer en suivi renforcé quand la situation l'exige. Et donc, c'est d'amener finalement une plus-value extrêmement forte pour tout le monde. C'est je préserve le plus longtemps mon capital santé. Ça a 2 intérêts. Évidemment, pour les salariés et pour chacun d'entre nous en tant qu'individu, on veut être en bonne santé le plus longtemps possible. Et puis au collectif, on parle de santé au travail, on parle du travail, on parle de la contribution des individus à la société d'une manière générale. On est aujourd'hui dans une volonté de l'ensemble des parties prenantes de contribuer plus longtemps. Et pour ça, il faut être en bonne santé. Et donc on voit qu'on est dans un cercle vertueux grâce à l'IA. On rentre dans la prévention de plus en plus tôt. On exploite de mieux en mieux les données, à la fois pour faire de la prévention et à la fois pour faire du diagnostic prédictif. Et puis après, sur les 10% qui déclarent des pathologies, il y a tous les autres suivis qui s'appliquent.
Merci beaucoup Frédéric. Je trouve ça intéressant. On n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant des médecins dont quasiment la focale principale est de faire de la prévention. Et c'est le cas, c'est ce que je retiendrai en tout cas, c'est le cas des médecins de médecine de santé au travail. Je retiendrai également que l'intelligence artificielle et le numérique de manière générale sont là aussi pour libérer du temps aux professionnels de santé et donc pour donner plus de temps à la relation humaine également. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Margot. Doctolib, c'est une solution qu'on ne présente plus. Elle est désormais très, très bien connue à la fois des patients et des professionnels de santé. En tant que directrice de la prévention, est-ce que vous pourriez nous parler des solutions que vous proposez pour déployer cette santé augmentée au service de la prévention ? Oui, alors il va y avoir un peu de redite, mais c'est bien, je vois qu'on est tous alignés sur l'ambition. Comme je disais, la santé augmentée, c'est vraiment une opportunité d'un point de vue prévention. Et nous, on est convaincus chez Doctolib qu'on a la possibilité d'agir auprès du soignant pour l'aider à faire de la prévention. Soignant, pas que soignant, prévention, médecine du travail. Donc moi, ma volonté, c'est d'élargir cette vision à tous les professionnels de santé, auprès des patients pour faire en sorte qu'ils intègrent plus la prévention dans leur quotidien. Et enfin, on a la possibilité de travailler sur ce lien entre soignants et patients. Donc c'est la conviction que j'ai chez Doctolib. Je vais vous donner 3 exemples un peu concrets de ce qu'on fait. Alors c'est des petits pas, mais je suis convaincue que derrière, on arrivera à faire bien plus gros et c'est comme ça qu'on commence. Je vais peut-être commencer par justement la prévention auprès des soignants. Donc tu as très bien expliqué ce qu'est un assistant de consultation. On a lancé nous aussi notre assistant de consultation chez Doctolib en fin d'année dernière. L'objectif, c'est de donner plus de temps aux praticiens pour faire la consultation et pour se libérer de l'administratif. Donc ça, c'est la première pierre, mais on est convaincu que derrière, en utilisant les données de santé, on pourra bien plus assister les praticiens sur la possibilité de faire de la prévention au sein de leur consultation. Il y a une étude que j'aime bien citer qui est sortie en janvier dans le BMJ qui dit que aux États-Unis, si un médecin appliquait toutes les règles de prévention, il passerait 27 heures en consultation par jour, donc 14 dédiées à la prévention. On voit que c'est pas possible du tout. Donc moi, ma volonté, c'est que l'IA puisse contribuer à faire en sorte que la prévention se fasse d'elle-même et que s'il y a un patient qui arrive, qui va soigner pour quelque chose, il puisse être prévenu de risques potentiels sur des maladies cardiovasculaires ou autres. Donc voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ces médecins qui ne sont pas focus sur de la prévention en tant que telle puissent en faire, entre guillemets, malgré eux et que ça se fasse automatiquement. Donc ça, c'est le premier point. Mais on en est au tout début et en même temps, c'est ça qui est génial. Le deuxième point, c'est le patient. Donc pareil, et puis là, je suis alignée encore avec ce que disait Catherine, mais c'est comment on peut faire en sorte d'avoir une prévention personnalisée auprès du patient. Nous, on a une forte responsabilité chez Doctolib. On a 50 millions d'utilisateurs. Donc comment on fait pour faire en sorte que ces utilisateurs puissent avoir l'information au bon moment ? On vient de lancer nos rappels de santé personnalisés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir pousser des rappels personnalisés aux patients. Donc aujourd'hui, on le lance sur les 20 rendez-vous obligatoires de l'enfant. D'un point de vue parent, c'est top de pouvoir avoir un petit rappel qu'il faut prendre le rendez-vous pour les 9 mois, 10 mois ou autres. On le lance sur les dépistages organisés, donc les 3 dépistages organisés du cancer du sein, du col de l'utérus et colorectal. Et on va le lancer sur d'autres rendez-vous. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir un peu automatiser justement le rappel de prévention. Et enfin, sur le troisième point, qui est le lien entre soignants et patients, là aussi, on est convaincu qu'on peut aider tout l'écosystème à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le système de messagerie entre soignants et patients. Ça paraît simple, mais il y a quand même un vrai enjeu aujourd'hui parce qu'il y a plein de données qui passent de partout dans des systèmes pas forcément sécurisés. Donc comment on fait pour bien orchestrer ça? Et peut-être demain, comment le praticien pourra pousser des rappels justement à son patient pour lui dire venez faire votre bilan de fond d'œil pour un patient diabétique, par exemple, ou surveiller votre foie ou autre. Donc voilà, donc on commence à poser des premières briques, mais je suis convaincue que derrière, on pourra faire de belles choses en prévention, grâce à la santé augmentée. Merci beaucoup. Nous aussi, on en est convaincus. Effectivement, vous avez chacun, avec vos solutions, fait écho les uns aux autres avec un certain nombre de principes qu'on retrouve dans la prévention et dans la santé augmentée. Et je vous en remercie. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle, j'allais dire, de la suite. C'est-à-dire que vous avez tous donc, des solutions innovantes. Il y en a d'autres qu'on ne pourra pas toutes les citer aussi aujourd'hui. Mais maintenant, en quelques mots, pour chacun d'entre vous, pour vous, quels sont finalement les défis et les enjeux pour accélérer le développement de cette santé augmentée et passer à l'étape suivante? Margot, si vous voulez garder la parole. L'enjeu est, il y a quand même pas mal de freins aujourd'hui d'un point de vue prévention et santé augmentée. Je dirais le premier point important, j'ai 2 points, mais le premier point, c'est
comment on fait en sorte de pouvoir travailler tous ensemble, acteurs privés, acteurs publics, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui sont portées de tous les côtés. C'est comment on peut bien travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi entre acteurs privés et entre acteurs publics, mais c'est comment tout le monde, on peut bien travailler ensemble pour faire en sorte de bien intégrer la santé augmentée et de mieux faire de la prévention. Et le deuxième point, c'est vraiment tout ce qui est structuration en fait, de la prévention. Aujourd'hui, c'est un cadre qui est un peu flou. Il n'y a pas vraiment de système de remboursement. Le calcul d'impact, il n'est pas aussi simple. Si on prend le médicament, aujourd'hui, c'est simple d'avoir un système de remboursement en montrant avec des études cliniques l'impact. Dans la prévention, c'est plus compliqué parce qu'on essaie de mesurer la non-survenue d'événements. Donc, d'un point de vue impact et bénéfice, c'est plus compliqué. Et par ailleurs, on est sur des sujets, notamment sur l'intelligence artificielle, où c'est assez flou et ça avance très très vite. Donc les entreprises avancent très vite d'un point de vue IA. Mais derrière, comment on fait pour avoir le bon cadre et le bon système pour montrer l'impact et derrière potentiellement trouver un système périn. Merci beaucoup Margot. Nicolas, même question. Oui, merci. Je suis bien évidemment d'accord avec les points sur le financement et le travailler ensemble. Moi, il y a peut-être un point que je rajouterais, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, c'est les sujets de gouvernance, qui souvent, voilà, on parle de médecine au travail, il y a l'hôpital, il y a la ville, il y a le public, enfin les établissements publics, les établissements privés, les ESPIC, enfin voilà, il y a tout ça finalement a des gouvernances, une gouvernance différente. Et donc c'est assez complexe de réfléchir à une architecture, même avec des super outils, qui fassent du sens pour le patient au final. Parce qu'il n'y a pas une tête unique pour prendre ce genre de décision. Donc là, il faut trouver des relais. Il y a des gens dans les régions, par exemple, les ARS, les grades. Il y a beaucoup de sujets où est positionné la FHF. C'est différent de région en région. Il y a des fois des exemples de leadership. On voit une CPTS qui prend un sujet et qui remonte. Et donc c'est possible, mais ça prend beaucoup d'énergie parce que ces paliers de gouvernance sont pas toujours faciles à trouver. Donc ça, c'est peut-être un frein auquel il faut réfléchir. Et j'ai pas vraiment de solution à donner là tout de suite sur comment le régler celui-là. Merci beaucoup. On en prend bonne note. Et c'est vrai que les questions de gouvernance en santé numérique, la question de l'échelle nationale, de l'échelle régionale, sont toujours aussi de grandes questions. Catherine, même question pour vous, si vous voulez nous en dire un mot, les défis et les enjeux. Volontiers, il y a l'IA et il y a nos systèmes. Le meilleur de l'IA et le meilleur de l'expertise, je suis persuadée que c'est ça qu'il faut qu'on vise. Alors le meilleur de l'IA, attention, comment on le nourrit en permanence, avec des études cliniques, oui, bien sûr, indispensables, mais ça doit rester évolutif et toujours connecté à nos systèmes, à nos soignants, à nos instituts de recherche, au système. Qu'on ne se retrouve pas avec des agents IA, des super assistants, des coachs, voilà, qui tournent en boucle tout seuls et qui finissent par ressembler à juste des assistants IA tels qu'on peut déjà en connaître aujourd'hui. On ne peut pas confier des personnes fragiles. Alors, en ce qui nous concerne, des enfants de moins de 3 ans, des femmes enceintes, des mères et des pères en dépression du postpartum, à ChatGPT. Voilà. Et deuxièmement, dans le système, je pense qu'il faut évoluer en pensée. Pensée empowerment, si vous me permettez cet anglicisme, empouvoirment et autonomie du patient, lui faire confiance. S'il est au centre, si on l'assiste avec ces nouveaux outils et qu'on l'accompagne, il faut changer notre mode de pensée et faire confiance aussi aux patients, qui ne sont pas que des patients, mais des personnes. Et puis faire confiance aussi aux autres professionnels en apprenant à coordonner en chaînage, puisqu'on parle de prévention, eh bien, différentes professions, avec chacun son cadre d'exercice. Et je te rejoins, là, on va avoir besoin d'aide des pouvoirs publics pour réfléchir système. Merci Catherine, en effet. Je pense qu'à un moment donné, on aura besoin de l'aide ou de l'action des pouvoirs publics. Frédéric, est-ce que vous voulez aussi réagir ? Oui, alors déjà, je suis bien évidemment d'accord avec vous tous. Hein, on vit la même réalité. De notre côté, on a 2 actions pour essayer de faire bouger les choses. On voit au travers de l'IA Act, hein, toutes les IA dans la santé, on est tout en haut à côté du red flag. Hein. Donc, il y a un vrai sujet, ça peut être exploité n'importe comment.
Donc entre le côté Far West américain et dictature chinoise, il faut trouver un juste milieu français mais européen pour avoir un cadre éthique pour l'innovation. Donc ça, c'est un travail de fond qui est fait, qui est notamment porté par Numéum. Et aujourd'hui, pour aller un tout petit peu plus loin, et je te rejoins complètement sur ton analyse, si on veut des IA pertinentes, il faut être certain de ce qu'on met en entrée. Il n'y a pas que les données. Tu évoquais les études médicales. Pour moi, aujourd'hui, si on veut rentrer dans du diagnostic prédictif ou de la prévention intelligente avec de la corrélation multifacteur, ça veut dire qu'on est capable de faire entrer des études médicales sur lesquelles il y a un véritable consensus pour qu'on soit certain, en sortie, que le diagnostic, ou en tout cas le pré-diagnostic qui va sortir, veut dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, on n'a pas finalement de collectif dans lequel on est des acteurs de la recherche agrégés, qu'on ne travaille pas avec telle ou telle université, ça n'a pas de sens. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux travailler avec un collectif qui va avoir un consensus qui sera acceptable tant pour les médecins entre guillemets de ville que les spécialistes, que la santé au travail. Et puis derrière, avec un certain nombre d'industriels, puisque rien ne se fera s'il n'y a pas une véritable collaboration. On représente tous un pan différent de la santé. On a besoin de travailler tous ensemble dans ce cadre collectif. Donc là, aujourd'hui, on est en train de très fortement militer pour la création d'une plateforme privée-publique. Moi, je rencontre plein de députés, je rencontre beaucoup le ministère du Travail parce que c'est notre ministère de tutelle. On rencontre les gens de l'ANS et on rencontre un certain nombre de nos confrères pour faire émerger de manière la plus pragmatique possible, que ça ne soit pas encore un outil de contrôle X ou Y, mais que ce soit quelque chose où on puisse adhérer volontairement, contribuer et sans rajouter une couche encore de contraintes aux uns et aux autres, mais arriver à partager intelligemment tous les sujets de recherche et puis avoir un partage de ces informations sur l'ensemble des industriels pour délivrer le meilleur service à l'individu, qu'il soit salarié ou patient, en fonction des circonstances. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, vous nous avez dit beaucoup de choses. Je vais essayer de retranscrire un petit peu ce que je retiens. Vous nous avez dit que la santé, elle doit être augmentée. Vous en êtes d'accord par le numérique, elle peut l'être, les solutions d'intelligence artificielle notamment, dans un cadre éthique que vous venez d'évoquer, dans un cadre réglementaire défini qui évite aussi les flous artistiques, pour le dire ainsi, que vous avez également souligné. Et ce cadre éthique et réglementaire qui évite les flous artistiques, il doit être défini par les pouvoirs publics. Il doit être au service d'une stratégie nationale de prévention. C'est vrai qu'en préparant cette table ronde, vous nous avez aussi dit, Margot, que la question de la priorisation de tous ces sujets de prévention était une question qui était clé. Et tout cela ne sera possible, et là je pense que vous l'avez tous les quatre souligné, qu'en adressant la question avec l'ensemble des acteurs, publics, privés. Vous avez également dit ensemble des acteurs publics ensemble, ensemble des acteurs privés ensemble. Vous avez parlé des acteurs de la recherche également. Et donc en se mobilisant tous ensemble pour démontrer, et ça je pense que c'est aussi un point qui est important, la valeur par les usages. C'est le cas quand vous évoquiez, Catherine, la question de l'intelligence artificielle qui ne peut pas être hors sol, qui doit bien être connectée, je le redis avec mes mots, hein, mais connectée à ses usages, aux professionnels de santé et aux patients. Et enfin, en trouvant les bons modes de financement. On l'a peut-être un petit peu moins évoqué là, mais c'est quelque chose qu'on a pu évoquer lors de la préparation de cette table ronde. Je vous remercie déjà pour tous ces éléments partagés. Je me retourne vers notre public ici, notre audience. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos panélistes ? Merci beaucoup déjà pour cette table ronde qui était très intéressante. Vous avez parlé notamment de l'aspect professionnel de santé pour la prévention. Comment est-ce qu'on l'aide, comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on lui fait gagner du temps. Moi, j'avais une question plus centrée sur le patient. Comment est-ce qu'on fait rentrer la prévention dans le quotidien des patients? Comment est-ce qu'on les sensibilise et comment est-ce qu'on fait du pré-diagnostic? Voilà. C'est un vaste sujet. Non, nous, ce qu'on essaie de faire chez Doctolib, c'est via le reach qu'on a justement des nombres de patients utilisateurs, on essaye d'aller au-delà de juste la prise de rendez-vous. On est convaincu qu'en s'adressant à des patients à un moment où ils sont dans une démarche de santé parce qu'ils vont prendre rendez-vous pour eux ou pour leurs proches, on peut leur passer des messages de prévention plus larges que son rendez-vous de dentiste ou autre.
Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Et on essaie aussi de travailler sur les autres canaux pour faire en sorte de pouvoir s'adresser à eux correctement. Il y avait une autre table ronde plus tôt qui l'évoquait. C'est par exemple les jeunes, c'est un gros enjeu. Eux, ils vont pas sur Doctolib prendre leur rendez-vous. Et ils prennent pas de rendez-vous. Donc c'est comment on s'adresse à eux via le social media et tous les autres canaux qu'on peut avoir pour faire en sorte qu'on puisse planter des petites graines d'un point de vue prévention, mais c'est pas simple. Mais voilà, je suis convaincue c'est un peu old school, mais le multicanal pour les patients. Nous, de notre côté, on est en train d'avancer sur... Aujourd'hui, on a digitalisé les entreprises. Il y a un portail entreprise, un chef d'entreprise peut se mettre en règle par rapport à la santé au travail et puis envoyer ses salariés, prendre des rendez-vous, etc. Il y a un deuxième aspect qui n'est pas encore complètement exploité, mais qui est en train de se mettre en œuvre, c'est comment on s'adresse au travers, pareil, d'un portail pour les salariés, donc c'est NAP, pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations. Ça veut dire que on a de l'information qui est autre chose qu'une fois de temps en temps mon certificat d'aptitude. Ça veut dire qu'on est capable d'envoyer en continu du contenu personnalisé. Et on revient à l'IA. Aujourd'hui, le canal, on l'a. Les services de prévention, ils sont capables de mettre en ligne des applications, d'inciter les salariés à se connecter dessus. Quand un salarié arrive pour sa visite médicale, il suffit de lui faire télécharger l'application pour qu'il puisse remplir lui-même un certain nombre de questionnaires de prévisite. Et derrière, entre guillemets, il rentre dans le système et on peut lui envoyer de l'information. Pour que ça soit intéressant et qu'il le fasse et qu'il regarde une fois de temps en temps, il faut avoir ce contenu pertinent. Donc en fait, le canal de distribution, on l'a, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est comment on passe à de l'information hyper personnalisée pour être certain que j'envoie, en fonction de son poste de travail et de son parcours à lui, des informations pertinentes. Pas simplement, je prends un exemple parce qu'il est boulanger, qu'il a des problèmes avec la farine, etc. Il y a de la prévention primaire à faire. Tout ça, ils le savent, c'est simple. Mais derrière, de savoir qu'en fonction de son parcours, d'un certain nombre de ses antécédents, il a un risque supplémentaire et voilà la bonne manière de s'en prémunir. Voilà, c'est ce type de choses qui va rendre un véritable service et surtout un contenu que les gens vont avoir envie de regarder. Et éventuellement, il y a toute l'idée derrière de comment on rend les gens plus acteurs de leur santé. Donc au-delà de la santé au travail, c'est aussi d'avoir accès à mon DMP d'une manière qui est intelligente, avec pas que des PDF, mais des données qui ont du sens, et de croiser éventuellement avec ce que Doctolib a, etc. Donc tout ça, ça reste à inventer. Et c'est l'intérêt d'essayer de monter une espèce de convergence entre acteurs privés et acteurs publics pour arriver là à rendre un service où chacun a quelque chose à faire sur ce qui serait in fine dans la poche du salarié. Que le salarié ne se retrouve pas avec 25 applications, ou le patient, pardon, avec 25 applications différentes en fonction de certains contextes, qui est aujourd'hui un petit peu l'approche actuelle. Effectivement, envie de rajouter quelque chose. Je vais reprendre ton mot hors sol. Tu as tout à fait raison, Laetitia. Nous, on part donc toujours sur le périnatal de la personne, qui est aussi peut-être un patient, mais d'abord une personne, et on pense à ce qu'elle vit. Et donc, on se connecte à son expérience. Et je pense que c'est le mot-clé, que la personne vive avec l'application une expérience qui correspond profondément à ce qu'elle a envie de vivre. Et elle chemine dans l'application à tout point de vue, en vivant une expérience. Nous, c'est « waouh, vivez pleinement la plus grande aventure de votre vie. Vous êtes en train d'essayer de concevoir un enfant, il est en route, il arrive, vous le réceptionnez, vous l'accompagnez. » Et on se connecte à la vraie vie réelle, aux besoins véritables des personnes. Chemin faisant, on les comprend, on détecte des choses, on arrive à détecter même ce qu'ils n'ont pas envie de déclarer. On n'est pas du tout dans une démarche « j'ai un questionnaire médical et je vais aller répondre à des questions médicales ». Ça ne marche pas pour faire de la prévention. Ou ça marche beaucoup moins bien, on ne capte pas en tout cas la même chose. Donc nous, c'est notre parti pris, partir de l'expérience et à partir de là, faire vraiment de la e-santé, de la prévention, de la détection précoce, de manière sérieuse, mais en se connectant d'abord à ce que vit la personne. Alors, est-ce qu'il y a une toute petite dernière question peut-être de l'audience avant qu'on ne rentre de l'antenne? Non? Pas de questions? Bah, écoutez, merci à tous les quatre. Merci à vous d'avoir passé ce déjeuner avec nous. Et puis, bonne suite et fin de Salon Santé Expo. Merci.